Il paraît que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Eh ben non, c'est la marche. Labo, labo, labo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu m'as tué avec ta bague. Mais non, excuse-moi. Ah bah je t'excuse pas. Tiens, viens, fais un bisou. Et voilà, va mieux. Bonsoir à tous et bienvenue dans le labo. Maëlle El Ajaoui aurait pu être comique, mais il a préféré être drôle. Si vous ne voyez pas la différence, il va se charger de vous montrer la différence dans un instant. Ça va, Canard? Ça va et toi, mon petit lapin? Très bien, tout à l'heure, tu vas dessiner un portrait à ta manière de notre invité musique, Alexandre Varlet. Tu as des révélations, je crois. Exactement, monsieur Varlet est le premier chanteur français à avoir fait de la télé-réalité. Ah bah dis donc, ça m'intéresse. Lui aussi, je suis sûr. Mais avant, nous recevons sur le tapis du labo un artiste qui a débuté sur les planches du Petit Théâtre de Bouvard dans les années 80. Il a reçu un César pour son premier film, L'œil au beurre noir, et un Molière pour son premier one-man show. Il revient au théâtre pour la pièce Réaction en chaîne, une comédie sur les coulisses de la télévision au théâtre Rive Gauche. Bienvenue à Smaïn. Salut Sébastien. Salut Smaïn. Merci de ton accueil. Merci. Bienvenue. Ça va? Ah mais c'est toujours important de rappeler un palmarès quand même. Oui, oui, ça fait plaisir. Non, je disais merci de ton accueil parce que je trouve que c'est très chaleureux. Ça change un peu des autres émissions où les décors sont un peu froids. Oui. Là, on se sent chez soi. Mais tu n'es pas dans un décor, tu es chez nous. Ah voilà. Voilà, Je suis chez en vous. colocation. D'ailleurs, tu ne sens pas cette petite odeur de merguez? Il en a fait tout à l'heure. Ah oui, oui, t'as fait des merguez. À la cuisine, juste derrière. On va fêter ça après alors. On va parler dans un instant de Réaction en chaîne, donc la nouvelle pièce à l'affiche de laquelle tu es au théâtre Rive Gauche à Paris. J'ai envoyé un peu contre son gré Juliette Fievé au Jeu de Paume à Paris pour une exposition sur la photographe américaine Diane Arbus. Juliette nous dira à sa manière ce qu'elle a pensé de l'univers de cette grande photographe. On aime tellement Alexandre Varlet qu'on l'a presque obligé à quitter sa province refuge pour venir chanter dans le labo. En 2012, ce songwriter hexagonal, inclassable et indispensable, s'apprête à enregistrer un nouvel album. Il nous en dira plus tout à l'heure. D'ici là, on écoute La Providence, extrait de son album Ciel de fête. Aujourd'hui et pour toujours, je te promets mon amour, la Providence. Fini les conneries, je me range, je me plie, mon bel ange. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à y voir dans ce trou du cul. Cet entonnoir, la Providence, ce n'est pas une chance, mais la Providence vient de soi. J'ai trempé comme un pinceau ma solitude, une fois de trop, c'est fini. Les âneries, les conneries, je me range, je me plie, mon bel ange. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à y voir dans ce trou du cul. Cet entonnoir, la Providence, ce n'est pas une chance, mais la Providence vient de soi.
Merci beaucoup, Alexandre Varlet. Donc ça, c'était Ciel de fête, extrait de l'album Ciel de fête, le troisième album, sorti en 2007. C'était La Providence. Il y en a un autre qui est sorti il y a 1 an et demi. C'est ça, non? Soleil Noir, sorti uniquement en vinyle. En vinyle, il sur sort en CD là en 2012. Ouais. Voilà, sur un label suisse. On en parlera tout à l'heure de tout ça. Mais avant cela, Alexandre, je vais te présenter Mayel El Ajaoui. Alors, il a des révélations à nous faire et visiblement à toi aussi d'ailleurs sur. Je crois que je pose ma guitare, tout le monde ça va être. Ça va être sportif. Hein, je la pose ou pas? Oh bah, c'est comme tu veux, donc tu l'arrêtes s'il se trompe. Hein. Ok. Mayel, à toi de jouer. J'y vais, t'inquiète. Ça sent pas trop la merguez, ça va? Mais j'aime beaucoup la merguez. Bon, eh ben, tant mieux, alors ça commence bien. Alors arrêtez-moi si je me trompe, monsieur Varlet, mais on peut dire que vous êtes né en octobre 1974 à La Rochelle. Vous avez fait des études de lettres. C'est juste. Et Soleil Noir est votre 4e album. Jusque-là, j'ai tout bon. Arrêtez de regarder mes feuilles, ce sera mieux. Petit malin. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes l'un des premiers chanteurs français à avoir fait de la télé-réalité. Ouais, ça c'est une. Qu'est-ce que c'est rien? En effet, hein, à l'époque, vous habitiez rue des Pyrénées à Paris, c'est ça? Oui. Hein, et pour la sortie de votre premier album, Naïf comme le couteau, eh bien, vous aviez accueilli une équipe de journalistes. Vous les avez laissés rentrer dans votre appartement, vous filmer jusqu'à votre lit. Donc, mon information est bonne, hein? C'est juste. C'est juste. Alors arrêtez-moi hein, si je me trompe, mais vous aimez beaucoup jardiner hein, et voir vos légumes pousser en écoutant les mouettes. C'est mon quotidien. Ouais. C'est vrai. Et oui, parce que les légumes, c'est bon pour la santé, les légumes, hein, n'est-ce pas? Et en plus, jardiner, ça coûte pas cher, Sébastien. Hein, comme monsieur Varlet, il faut jardiner les légumes en boîte, c'est de la merde, Sébastien, de la merde. Je suis bon. J'aime beaucoup cette imitation de Jacques Villeray. Alors arrêtez-moi, c'est un salopard. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Mais on peut dire aussi que vous avez très peur en avion. J'ai peur de l'avion comme Cabrel, ouais. C'est vrai. Eh bien, pour votre prochaine date près de Liffré, près de Rennes, c'est ça, hein, où vous serez en concert, rassurez-vous, il suffit de prendre le TGV 2024. Si vous partez demain, vous y serez le 10 février, je vous l'assure. Hein. Alors, avant de terminer, arrêtez-moi une dernière fois si je me trompe, hein, mais vous avez surmonté votre peur de l'avion en acceptant d'accompagner monsieur Jean-Louis Etienne pour faire le tour du monde en ballon, et ceci, bien sûr, sans eau, sans escale et sans gaz, n'est-ce pas? Sans légumes frais. Sans légumes frais, c'est vrai ça? Ah oui, vous dites que les choses justes. C'est vrai. Eh bien, je tenais à vous remercier d'être là ce soir et bienvenue à vous. Merci Alexandre. En concert donc à Liffré près de Rennes, ce sera le 10 février et on te retrouvera tout à l'heure pour 2 autres chansons et puis on viendra échanger ici dans ce salon autour de ton univers. Merci. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonsoir Smaïn. Bonsoir. Alors, vous êtes à l'affiche, je ne sais plus si je vous tutoie, si je vous vois. Alors, on est dans l'intimité, dans ton appartement, je vais qui te n'est pas un tutoyer. décor. Ok, d'accord. Donc, on va se tutoyer. D'accord. Tu es donc à l'affiche au Théâtre Rive Gauche à Paris avec Réaction en chaîne. Alors, je vais essayer de résumer la pièce. Hein. Prenez une chaîne de télé, un audimat en chute libre, un PDG obligé de virer la star du JT qui n'est autre que son épouse, leur fille qui débarque avec un fiancé qui déplaît parce qu'il est arabe, un concierge raciste et envahissant, un directeur des programmes à la recherche de la ménagère de moins de 50 ans idéale. Mettez tout ce petit monde dans une même pièce et vous assisterez à un festival de Réaction en chaîne. J'ai bien résumé les choses. C'est la deuxième version de cette pièce. Deuxième mouture, on est parti. Alors, il faut raconter un peu la genèse de cette aventure. Moi, j'avais envie de parler de la télévision. C'est vrai que la télévision, aujourd'hui, ça fait partie du corps maintenant de tous les Français. Tous les Français ont la télé maintenant. Donc, il y avait cette fameuse ménagère de moins de 50 ans dont on parlait toujours. Hein, et on en parle, mais on n'en voit jamais. Et l'idée m'a suscité l'envie de créer ce personnage et de lui donner corps. Voilà. C'est surtout une comédie où l'on rit beaucoup, bien sûr, mais c'était surtout une manière aussi de se moquer un peu de cette fameuse ménagère voilà, qui était inconnue au bataillon, en fin de compte. Alors justement, il y a des discussions totalement absurdes entre ce PDG et son directeur des programmes. Est-ce que... Depuis le temps que tu fais ce métier, comédien, tu as fait de la télé, tu as déjà assisté à ce genre de discussion Oui, moi je suis vraiment... qui frise l'absurde? Oui, moi je suis vraiment un enfant de la télé. J'ai grandi avec la télé, j'ai rêvé la télé, j'avais envie de rentrer dans cette télé, cette fameuse télé, donner corps, de passer subitement du 3D à l'écran plat. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, la télévision n'était pas la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est une vraie guérilla. C'est vrai que peut-être que les programmateurs maintenant sont très soucieux à la fois ce qu'on appelle de l'indice d'écoute. Maintenant, il y a des barèmes et tout. Donc, c'est vrai, j'ai assisté, moi, évidemment, à des discussions
qui sont de l'au-delà, je veux dire, avec ces fameuses courbes de cette fameuse ménagère de moins de 50 ans. Donc, c'est vrai que c'est dur. Je pense que c'est dur parce que du jour au lendemain, on peut être au-devant, comme sur scène d'ailleurs, on peut être devant l'écran, puis soudain, on peut être éjecté d'une manière très... Sur un claquement de doigts, juste pour des chiffres. Exactement, mais nous, rassurez-vous, Monsieur Smaïn, vous êtes dans une émission qui dispose encore de son triple A. Donc nous, il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et justement, vous avez poussé le raisonnement à l'absurde pour identifier la ménagère de moins de 50 ans idéale. Oui. Elle a 39 ans. Et elle a un enfant, 92. Oui, ça c'est les auteurs avec qui que je dois citer, qui est Jean-Marc Langval et Éric Carrière, où là vraiment c'est vraiment une étude scientifique. C'est vrai. C'est vraiment le barème. Et ça se traduit, donc il fallait trouver une femme de 39 ans avec un enfant 92. Résultat, ils ont trouvé une femme enceinte de 8 mois et 2 jours, qui correspond à l'enfant, un enfant, 92. Voilà. Mais alors comme elle n'existe pas, il faut l'inventer. Mais ça, il ne faut pas en dire plus. Il faut l'inventer, donc là on va laisser... le public venir découvrir qui va être cette fameuse ménagère. Non, c'est surtout, c'est pas se moquer, c'est surtout... moi, j'ai toujours été un observateur du quotidien. Et c'est vrai que la télévision, et c'est vrai que cette fameuse ménagère de 50 ans, c'est vraiment un souci perpétuel pour les directeurs de chaîne. Et je trouvais que c'était comme un sketch, ça pouvait comment dire, je pouvais rebondir sur ce sujet-là et surtout en rire. Mais justement, c'est donc une pièce comique, ça reprend même les codes du vaudeville. Bien sûr, oui, ça on peut là, il y a de la porte qui claque. C'est du Feydeau, c'est du Feydeau. On est vraiment dans les quiproquos. Tout à fait. Il y a des ingrédients quand tu te mets à l'écriture d'une pièce comme ça, c'est comme une bonne recette, il y a des ingrédients à avoir avant de s'attaquer. Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que de toute manière, le rire, c'est difficile de parler du rire quand on est soi-même, entre parenthèses, un humoriste ou un comique. Mais c'est vrai que tout se prépare, c'est une vraie cuisine. Il y a des lois. Alors après, il y a la nature. Il y a la nature qui fait le reste, ce qu'on appelle avoir la vis comica, être habité par le rire, l'envie de faire rire, certes, mais il y a d'abord une écriture. Et c'est vrai qu'avec les auteurs, avec Éric Carrière et Jean-Marc Langval, c'est vrai qu'on s'est vraiment posé des questions, avec ce qu'on appelle la ligne dramaturgique, avec surtout la modernité du texte qu'on doit à Éric Carrière, et puis aussi des situations. Voilà. Quand on prend tout ça, il faut mettre à la table, quoi. Je pense que c'est pas inné aussi. Bon, faut écrire. Et c'est vrai que quand on a trouvé cette idée, quand j'ai trouvé donc cette idée de parler de la ménagère de moins de 50 ans, après, il fallait créer autour de ça, comme un vaudeville. On n'a rien inventé. Comme un vaudeville avec des portes qui claquent, avec des quiproquos. Le quiproquo, c'est très très important aussi pour faire marrer les gens. Mais surtout l'originalité, je pense, de la pièce, c'est surtout sa modernité. Elle parle d'un sujet moderne. Cette fameuse ménagère de moins de 50 ans. Il y a aussi, du coup, dans la distribution des personnages, vous forcez un peu le trait. Des fois, les personnages sont un peu caricaturaux. Ça fait partie des codes de ce genre. Mais parce qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut gagner du temps. Bien sûr, c'est vrai que c'est pas du Brecht, c'est pas du Sartre. C'est pas ce qu'on vient voir, de toute façon. C'est une comédie, donc c'est-à-dire que, et surtout par les temps qui courent, avec ces élections qui approchent, je crois que les gens ont envie de rire. Et ce qu'on appelle rire à gorge déployée. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser. Il y a vraiment, on vient rire pour le rire. Alors évidemment, au niveau de la résonance, oui, il y a une résonance. D'ailleurs, c'est la chute de la pièce. Mais sinon, on ne cherche pas à intellectualiser. Dans ce cas-là, c'était pas mon envie. La pièce évolue de soir en soir. Il y a des choses qui se rajoutent. C'est génial, oui, parce que du premier soir au troisième soir, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que le rire est un rythme. C'est-à-dire que c'est très difficile d'ailleurs, c'est une frustration, c'est quand on répète, je n'entends pas le rire dans la salle. On ne sait pas comment ça va vraiment réagir. C'est une frustration, j'aime pas répéter. Je n'aime pas répéter, donc on répète le texte, les mouvements, etc. Et après s'ajoute le rire. Et le rire, c'est vous, c'est le public. Et en fonction de ce rythme-là, eh bien, on peaufine. Alors, on décale par exemple une réplique, parce qu'il y a un rire sur une réplique, il y a tout. On fait corps avec le public, c'est pour ça que j'ai toujours aimé faire rire. Et est-ce qu'il y a par exemple des choses qui n'étaient pas prévues d'être drôles et qui sont au final drôles? Il y a un décalage, le public il est décalé par rapport à ce que vous voulez. C'est ce qui fait notre métier, c'est qu'on est nous les premiers spectateurs. Et c'est ça qui est génial. Alors donc le fameux fou rire, part de là, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est impalpable, c'est-à-dire que quand le public est dans la salle et qu'on a un effet qui n'était absolument pas prévu, on est surpris par le rire. Donc évidemment, on le garde en mémoire pour le lendemain. Mais même presque après, on se demande, mais tiens, pourquoi ils ont ri là? D'ailleurs, c'est un jeu hyper intéressant. Mais quand on se pose la question, il y a une logique, effectivement. Il n'y a quand même pas le public du mardi, le public du mercredi, le public du samedi. Non, je pense pas. Il n'y a pas à ce point-là, quand même. Non, je pense que le public du samedi... le public du samedi... Le public samedi, alors bon...
Bon, d'abord, en général, le samedi, c'est vraiment très très plein. Et puis, ce qui est extraordinaire aussi dans le rire, c'est que c'est communicatif. Si vous avez 10 personnes dans la salle qui rient, bon, les gens vont rire. Mais par contre, quand il y en a 400 qui rient, ça se propulse, quoi. C'est communicant. Et c'est très excitant. Mais oui, le public est différent le samedi parce qu'en général, il est beaucoup plus nombreux. Il y a un antagonisme entre cette famille bourgeoise, donc le patron des programmes, Oui. et puis le fiancé de la fille du patron des programmes, en l'occurrence toi, Oui. qui, lui, donc famille bourgeoise, toi issu d'un milieu populaire, arabe. Bien sûr. Il n'y a pas le côté un petit peu où on t'enferme dans ce rôle d'arabe Pourquoi m'enfermer dans ce rôle d'arabe? Je le suis. Oui, mais pas seulement. Mais oui, mais c'est le contenu de la pièce, justement. Si on regarde la fin de la pièce, il y a une petite pirouette quand même à la fin de la pièce. C'est qu'il faut nous laisser aussi cette chance, si on parle d'intégration et d'assimilation, qui sont des mots que j'aime pas trop employer. Mais elle signifie aussi, cette pièce aussi, que chacun doit avoir sa chance. C'est que cette minorité, bon, si tu veux rentrer dans le vif du sujet avec la pièce, mais par exemple, le PDG de la chaîne est homosexuel, on parle aussi d'une minorité. Et on dit qu'elle a le droit de citer, elle a le droit de vivre, elle a le droit d'avoir son mot à dire. Bon, exactement, c'est exactement pareil. Mais maintenant, concernant ma carrière, entre parenthèses, moi j'ai tenté de faire autre chose, différent. Ça fait partie aussi de cette palette. Quand je fais les Faubourgs Scapin, je pense que c'est différent. Quand je fais le Spoons, c'est différent. Je veux dire, le problème du talent, je veux dire, il ne faut pas donner une couleur, donne la couleur au talent, ne donne pas la couleur à l'origine. Moi je suis français, moi je suis d'origine algérienne, fière de l'être, et j'ai de nationalité française par adoption. Je me suis pas posé la question à savoir, tiens, je vais faire rire un tel ou un autre, etc. Quand je suis monté sur scène et que j'ai fait rire pour la première fois, c'est les autres qui m'ont fait deviner que j'étais d'ailleurs. Entre parenthèses, moi, c'était pas mon souci. Moi, celui qui m'a donné à rêver ce métier, c'est Jerry Lewis. Je me suis pas posé la question de savoir si Jerry Lewis était français, juif, arabe, etc. C'est un homme qui me faisait rire. Voilà. Et j'ai trouvé que le rire, ce qui est extraordinaire dans le rire, c'est justement c'est pouvoir réunir. Donc ce que je fais, alors arabe, non, je me pose pas cette question. Justement, tu parlais de tes débuts, de ton envie de faire la comédie. On se rappelle, moi je me rappelle de toi, on doit avoir une dizaine d'années d'écart, mais Bien du sûr. coup, à cet âge-là, moi, à l'époque du Théâtre de Bouvard, j'étais encore un enfant. Toi, tu étais un post-adolescent Oui. au moment du Théâtre de Bouvard. Ouais. Juste avant ça, tu sortais d'où quand tu as débarqué dans ce petit Théâtre de Bouvard? Tu avais fait une formation d'acteur? Moi, je rêve de faire ce métier. Comme chacun de nous, on rêve de faire ce métier, comme je sens aussi que tu rêves de faire ce métier-là. Ça se sent, ça se... Mais un jour, tu le feras. Mais il le fait. Il faut bien commencer. Il faut bien démarrer un jour ou l'autre. Pakistanais de merde, tu vois, regarde, des mecs, depuis qu'ils ont une pseudo... Ah, tu es pakistanais. Oui, quand ça m'arrange. Et qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais tu vois, Oui, donc, alors, tu vois, moi, je voulais faire ce métier-là. Oui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai présenté le Conservatoire d'art dramatique. J'ai pas été retenu. J'ai fait les 3 années. Bon. Oui. Puis un jour, il y a un des professeurs du conservatoire qui m'a happé en sortant du concours et qui m'a dit « Monsieur, malheureusement, on ne peut pas vous prendre au sein du conservatoire parce que ça va être restreint pour vous. Ce que vous allez jouer, bon, Yako, soit... » Il m'a dit « Continuez ce que vous faites. » C'est-à-dire que je faisais du cabaret. Donc je me suis présenté dans un cabaret, j'avais été retenu, et puis j'ai appris mon métier au cabaret, ce qui était le laboratoire. Puis après, au fil des rencontres, il y a eu le Théâtre de Bouvard qui a été essentiel pour moi. Et c'est vrai que Bouvard, faut remettre aussi, faut rendre à Bouvard ce qu'on doit à Bouvard. C'est-à-dire que l'intelligence d'avoir su, à une époque bien précise, qui était dans les années 80, où c'était l'éveil des minorités, donner la chance à des jeunes issus de la seconde génération, aux minorités, que ce soit l'homosexuel, que ce soit Mimi Mati, la naine, il faut dire, que ce soit... Bon, voilà, cette chance de pouvoir passer à la télévision pour pouvoir donner, une valeur à notre talent, avant tout notre talent. Pour moi, ça a été très important. Et puis après, qu'est-ce que tu veux? C'est des rencontres. Après, il y a eu les inconnus, j'ai quitté les inconnus. Après, c'est un métier magique, on ne sait pas où on va. Il y a ce potentiel dramatique énorme. Vraiment, d'ailleurs, on l'a vu dans Arki, en 2006, si je ne me trompe pas. Tu as eu un rôle aussi avec Raoul Ruiz.
Bien sûr, oui. C'est des choses vers lesquelles tu as certainement envie d'aller. Est-ce que tu peux y aller facilement? Est-ce que tu sais, c'est des rencontres. C'est-à-dire que Alain Tasma, pour Arki, je l'ai rencontré, il m'a fait confiance. Et puis c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est totalement inattendu. Là, je viens de terminer un film avec Olivier Marchal. Que je dois à Arki, puisque le metteur en scène m'avait vu dans Arki. Là, tu vois, je commence à... Mais c'est aussi l'âge. C'est-à-dire que le comique bondissant des années 80 que je représentais, on va dire, allez, l'arabe, le beurre avec les baskets rouges, tu viens de les Elles sont les pas regarder. rouges, mais il y a toujours les Converse. C'est toujours... Oui. Ben, tu vois, c'est différent. Moi, tu sais, je ramène toujours à un acteur que j'aime beaucoup, un grand acteur, donc je ne me compare pas, mais à Jean Gabin. C'est-à-dire que Jean Gabin, il a eu une absence de 10 ans, alors qu'il a toujours travaillé, mais il n'avait pas la carte. Il était connu, il avait tourné avec Renoir, mais il n'avait pas rencontré des rôles à sa mesure. Et pendant 10 ans, il travaille, il part aux États-Unis, il revient, il fait quelques petits rôles, en premier rôle, mais quelques petits rôles. Bon. Et puis en 1953, il revient avec Touché Pao Grisby, il a les cheveux grisonnants, et là, il représente une fois de plus, il représente ce qu'on attend. Le talent, c'est pas ta qualité intrinsèque. Du talent, on en a. Tu as du talent, on a tous du talent. Le problème, c'est les rencontres. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer les personnes qui puissent te donner l'occasion de faire rencontrer ton talent avec le moment. Et c'est vrai que Arki, ça a été un bon moment, et c'est vrai que Réaction en chaîne, c'est aussi un bon moment. Bah super, merci beaucoup Smaïn. C'est fini, je me casse, je vais dans la cuisine. Si tu veux faire des merguez, on les mangera après tout à l'heure. Si tu veux. C'est vrai qu'on parlerait des heures et des heures. Hein, mais je peux écouter quand même notre bien sûr, ami. Évidemment que tu as le droit de l'écouter. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle donc que Réaction en chaîne, c'est au théâtre Rive Gauche à Paris. Je voudrais citer les comédiens quand même qui sont à côté de moi, parce qu'il faut que j'apprenne mon texte aussi. Alors il y a Claude Brécourt, il y a Lucie Jeanne, il y a Dorothée Pousséau, Sébastien Chartier et Bruno Chapelle, un de mes camarades du théâtre de Bouvard. Et une mise en scène de Marion Sarraud. De Marion Sarraud. Voilà. Excellent. J'ai bien appris ma leçon. Bravo. Tout va bien. Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui te remercie. Salut à tous. C'est tous les soirs à 20h, sauf le lundi, relâche. Relâche, oui. Voilà. Il y a des matinées? On va probablement peut-être rajouter une matinée le samedi. Peut-être. C'est bien parti. Juliette Fievé va nous rejoindre tout de suite. Où est-ce qu'elle est, Juliette? Elle va arriver, elle va nous rejoindre. La voici, Juliette. Voilà. Bonjour. Bonjour Juliette. Enchantée. Enchantée. Je fais pas la chorégraphie, moi. Salut Juliette. Tout à l'heure, tu nous parleras de la photographe Diane Arbus, dont les œuvres sont actuellement exposées au Jeu de Paume à Paris. Nous découvrirons également l'univers d'Alexandre Varlet, qui nous rejoindra ici. Le 10 février prochain, les Bretons pourront venir le voir sur scène du côté de Liffré. Mais ce soir, c'est dans le labo qu'il égrène ses notes classieuses entre mélancolie d'azur et décalage salutaire. Tout de suite, voici Alexandre Varlet dans le labo. Je resterai éveillé le temps de dompter les formes étranges qui peuplent le tréfonds de soi. Couteau aiguisé, langues affamées, sexualité, de rôder, de rôder. Je m'armerai de ténacité et d'ouverture d'esprit pour vaincre les démons au tréfonds de soi.
Alexandre Varlet. Viens donc nous rejoindre, Alexandre. Avec ma guitare? Avec ta guitare, oui, bien sûr, avec plaisir, parce que comme ça, au moins, on va parler de musique, mais avec démonstration et tout. Bienvenue. Ce fauteuil rouge t'attend. Il est beau, ouais. N'est-ce pas, hein? Ouais, on l'a acheté exprès pour toi et pour Smile. Ouais, j'aime bien le rouge. Je te présente Juliette. Salut. Alexandre, Juliette. Bon, Maëlle, tu le connais déjà, J'ai hein? vu que l'œil n'était pas le même que Juliette. Mais J'ai une sœur qui s'appelle Juliette, en Ah. fait. C'est un bon alibi, hein. c'est un bon début. Alors Alexandre, t'en es à ton 4e album, le 5e est en préparation. Premier album naïf comme Le Couteau 98, Dragueuse de fond en 2002, Ciel de fête en 2007, Soleil noir en 2010, et donc en préparation du 5e album entre la Suisse et Brooklyn actuellement. Et chacun de tes albums ont donné lieu à des changements de label. Le dernier est sorti sur un petit label suisse, Chaillot. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi l'avoir sorti uniquement en vinyle, ce 4e album? Donc je change de disque, de maison de disque pour chaque album, mais je garde la même femme. Hein. Donc, Oh, ça, bon, c'est sûr. déjà, c'est le plus Voilà. important, c'est l'essentiel. Après, bon, moi j'écoute du vinyle depuis très très longtemps, c'est un support que j'aime bien. Vu que j'ai quitté le réseau officiel des maisons de disques, des grosses structures parisiennes, je voulais me faire plaisir, il n'y avait plus d'impératif. De marketing. Ouais, ou autre, voilà. ouais. Donc, quitte à vendre peu de disques, autant vendre de belles choses Oui. et s'adresser à des gens qui, justement, font une réelle démarche, qui aiment acheter aussi de beaux objets. Donc, le disque est sorti en petite édition, à 600 exemplaires, il est quasiment épuisé. Ceci sans promotion, pour un support qui est quand même encore un petit peu en marge. Pour autant, le disque qui sort en CD là, début 2012, parce qu'il y a une demande. Probablement parallèlement à la sortie du 5e album studio. Ouais. Quel intérêt de se retrouver sur un petit label, en plus suisse, pour le coup? Je crois que c'est le seul francophone de ce label. Ouais, bon, c'est un hasard. Hein. C'est vrai qu'on s'est rencontrés via le net. C'est un label suisse qui fait de la musique entre musique contemporaine et instrumentale. Donc Ouais. c'est assez bizarre que je me retrouve dans ce roster, comme on dit, Oui. d'artistes. Mais bon, ça aurait pu être au Danemark ou en Vendée, je ne sais pas, peu importe. Il s'agit de rencontrer la bonne personne. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'après 3 albums au sein de maisons de disques traditionnelles, mais quand même plus commercial que le contraire, j'avais vraiment envie de recouvrer une liberté. Ce 4e disque, Soleil noir, donc, qui est sorti en vinyle, c'est un disque où il y a 6 chansons instrumentales, 6 chansons chantées. Oui. Et ça, j'aurais par exemple jamais pu le défendre au sein d'une major. Oui, qui aurait demandé des choses un peu plus formatées. Tu as mis 15 jours à composer, je crois, ce Soleil noir. Ouais, il a été écrit en 15 jours, il a été enregistré en 3 jours et c'était plié. Ouais. C'est un rythme normal pour toi? ou- Bah, je préférais travailler avec plus de temps, mais il y a un impératif économique. Pour autant... Pour la composition, non, la réalité économique des 3 Ah oui, jours t'as d'enregistrement. raison. Pour la composition, ok, non. on peut être dans Ouais, l'urgence, mais d'accord. la composition, 15 Non, jours là, pour, il y avait une urgence. pour 12 titres quand même. Là, il y avait une urgence émotionnelle, en fait. Oui, Rien- dicté par... quoi Ciel de fête, mon 3e disque, donc était fini. Mon agent a démarché pour trouver un label. On était tous très confiants. Et pour autant, on ne trouvait pas preneur. Je sais pas, ah, d'accord. On ne trouvait pas de label, ce qui m'a vraiment profondément fatigué, désolé. Et j'ai écrit Soleil noir pour me réconforter. Pas devant un miroir, mais en tout cas pour me faire du bien. Donc je l'ai écrit dans cette urgence-là. En général, non, j'écris un disque sur 2 ans, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, oui, maintenant je comprends mieux. Ciel de fête, Soleil noir. La réponse à Ciel Exactement, de fête, c'était Soleil noir. On ressent dans tes albums des influences de new wave, de rock, de pop, de folk aussi. Tes influences musicales sont principalement anglo-saxonnes? Oui, c'est bon. À la maison, mes parents écoutaient des choses comme aussi diverses que Ferré, La Pointe, Barbara, Lucienne Boyer. Mais pour autant, moi, ma culture musicale, c'est vrai, elle est très, très ancrée aux States et en Angleterre. Aujourd'hui encore, je consomme très peu de de chansons françaises, même si je suis bouleversé par certains. Lesquels? André Rieu, Là, c'est génial. Hein.
Léo Ferré, j'aime beaucoup Léo Ferré, j'aime beaucoup Mancé, j'aime beaucoup... T'aimes pas le violon? Attends, c'est bien. En même temps, le mec qui remplit le Stade de France en une demi-journée. Donc, Oui, c'est bluffant. Ouais. Non, j'aime beaucoup Ferré, j'aime beaucoup Mancé, j'aime beaucoup Christophe. Oui. Stéphane? Non, j'ai jamais écouté Thiéphane. Non. J'ai de grosses lacunes comme ça. J'ai jamais écouté les Beatles, j'ai jamais écouté les Rolling Stones. Jamais écouté les Beatles? Non. Ah oui, j'ai un seul disque à la maison des Beatles, par exemple, c'est Abbey Road, qui est un bon disque. C'est pas le plus pourri. Mais voilà, j'ai des lacunes comme ça, puis j'ai pas, et je vis bien d'ailleurs comme ça. Oui, on peut tout à fait. Et puis de toute façon, on arrive à travers les différentes influences qu'on peut avoir à retrouver les Beatles, puisqu'ils ont influencé tellement le. Dit-on, ouais, franchement. Non mais si. Pas dans tes journées. Comment est-ce qu'on dit Malouine. Malouine, c'est ça. J'ai failli le dire. Je n'étais pas sûr dans tes journées Malouine, car tu vis à Saint-Malo. Prends 2 jours pour écouter comme ça la discographie des Beatles, qui n'est pas si énorme que ça. Et tu vas dire ça, c'est marrant. On m'a vivement conseillé d'écouter les Beatles, mais sincèrement, c'est pas. Si j'osais, je dirais que j'ai presque d'autres. J'ai d'autres priorités en termes de musique à écouter. Oui. J'ai envie d'autres choses qui m'attirent avant les Beatles. On va continuer de parler dans un instant musique, entre autres de ta façon de composer. Ça m'intéresse que tu m'expliques comment tu composes. Tu composes avec des accordages différents de guitare, ce qui apporte des choses différentes. Mais avant cela, on va parler un peu de photos et d'images, parce que des choses qui vont intéresser d'ailleurs Alexandre, puisqu'on a toujours de très belles pochettes de disques, il y a toujours de très belles photos. Alors Juliette, toi tu as été un peu à contre-cœur dans un premier temps. Voir voilà. Diane Arbus. On va parler du énième guet-apens que tu m'as fait, merci Seb. Hein, voilà, c'est pas du tout ma spécialité. Donc rendez-vous au Jeu de Pommes, qui est le musée qui se situe sur le rond-point de la Concorde, musée dédié aux arts visuels, donc photos, vidéos, pour voir les photographies de Diane Arbus. Donc, évidemment, hein, c'est ça qui vous fait rire, c'est qu'elle est inconnue au bataillon. Franchement, je ne connais absolument pas cette dame. Alors pour les gens qui ne connaissent pas cette dame comme moi, sachez que c'est une photographe américaine qui a principalement exercé son art entre 1950 et début des années 70. Elle a souvent fait des portraits de New-Yorkais et souvent les gens disent que c'est une anthropologue des temps modernes. Donc j'arrive et là on m'explique que l'expo s'effectue en 9 temps. Il y a 9 salles, dont 7 complètement dénuées de scénographie. Alors les murs blancs ou gris avec plus de 200 photos accrochées. Aucune logique, aucun thème. Zéro chronologie, vraiment un moment de solitude, guet-apens comme je te disais tout à l'heure. Je me dis mais comment, très étrange. Qu'est-ce que je fous là ? Et puis voilà, qu'est-ce que je fous là, vraiment. Mais très vite je comprends en fait qu'aucune scénographie n'est nécessaire parce qu'en fait les photos ont une telle force qu'au bout de la 2e ou 3e photo, on se retrouve projeté dans un univers proche de la 4e dimension. À mi-chemin entre Alice au Pays des Merveilles et Mulholland Drive de David Lynch. Non, mais c'est vrai, c'est très étrange en fait. Et donc les photos sont essentiellement des portraits. On y retrouve à la fois donc des enfants, des fous, des travestis, des petites mamies assises sur les bancs de Central Park, des Russes lilliputiens, voilà, des jumelles, des couples d'enfants, des cracheurs de feu anorexiques, des écrans de cinéma, des nudistes. On y retrouve même une photo de James Bond qui est en train de se faire mettre des bigoudis. James Bond ou James Brown? James Brown. Okay, bigoudi James Bond. Je crois pas qu'il avait de bigoudi, mais voilà. Et je me disais que c'était absolument ridicule d'ailleurs la coupe de James Bond avec quelques années de recul. On trouvait ça charmé à l'époque, mais bon. Le fil conducteur, en tout cas visiblement, qui est hyper subliminal, semble être la marginalité et l'étrangeté. Alors, là où Diane Arbus, selon moi, est hyper forte, c'est qu'elle a l'art et la manière de rendre étranges des choses qui nous sont extrêmement familières. Et à l'inverse, elle est capable de rendre des fous normaux et des normaux fous. C'est hyper déconcertant sans jamais être dérangeant. Vraiment, il n'y a aucun voyeurisme, c'est absolument pas malsain. D'ailleurs, tout au long de l'expo, moi je suis profondément touchée parce qu'on a l'impression en fait que Diane Arbus connaît les personnes qu'elle photographie, qu'elle entretient un lien intime avec eux, qu'elle connaît leur histoire, elle a de la compassion, du respect. Elle n'est jamais en fait à l'extérieur. Vraiment, on y ressent même de l'amour, sincèrement. Alors il n'y a aucun jugement de valeur et c'est peut-être la raison pour laquelle, à un moment, moi j'ai été hyper dérangée sur l'une des dernières salles
qui est probablement la seule salle sur laquelle il y a un thème, en fait. On y retrouve une vingtaine de clichés d'handicapés mentaux, tous réunis dans une seule et unique pièce, vraiment. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a un thème pour les trisomiques. Je suis même choquée et je me dis même que Diane Arbus, si elle avait été en vie, je crois qu'elle aurait juste jamais voulu ça, puisque tout l'intérêt de l'expo, eh bien, c'est que on ne classifie pas les gens. Voilà, tout le monde est mélangé et du coup, et là, c'était complètement antinomique en fait. Donc on m'explique, parce que je demande des explications, je veux comprendre. Appelez-moi le directeur. Appelez-moi le directeur, s'il vous plaît, du jeu de pommes. Et je comprends qu'en fait, ces photos sont exclusives et qu'en fait, elles n'ont jamais été exposées, que Diane Arbus est morte avant. Elle s'est suicidée, que ce sont les dernières de son œuvre, tout simplement. Et donc, c'est parce qu'elles sont exclusives qu'on les a mises, en fait, dans une pièce. Donc là, je vais voir la dernière pièce, qui est assez rigolote, justement, qui est une pièce où on retrouve un tas d'objets lui ayant appartenu, des appareils photos, ses notes, ses agendas, on y retrouve même des magazines. Et puis, sur tous les murs, en fait, de cette salle, on y retrouve des citations assez symboliques, en fait, de la vision du monde de Diane Arbus. Moi, j'en ai choisi une pour vous, en guise de conclusion, que je vais vous lire, hein, puisque ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est elle. Voilà. Mais sa vision me touche profondément, vraiment. Vous voyez quelqu'un dans la rue, et ce que vous remarquez essentiellement chez lui, eh bien, c'est la faille. Il y a un monde entre ce que vous voulez que les gens sachent de vous et ce que vous ne pouvez pas les empêcher de savoir. Si vous observez la réalité d'assez près, si d'une façon ou d'une autre, vous la découvrez vraiment, la réalité devient fantastique. Ce qui est hyper vrai, aussi fantastique que son expo. Courez, volez, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais allez-y, elle dure jusqu'au 5 février. C'est 5 février, mais il faut qu'on y aille, vraiment, on y il va. faut y aller maintenant tout de suite, vraiment, parce que c'est un hommage à l'humanité. C'est réellement, on n'enfonce absolument pas des portes ouvertes. Il n'y a pas de clichés qui fâchent. De mots. Mais on n'est pas du tout dans les clichés, ça ravive en fait l'Amérique de Selby et de ses âmes damnées. Et puis visiblement, je ne suis pas la seule à avoir aimé cette expo parce que j'ai appris ce matin qu'il y avait plus de 150 000 personnes qui étaient allées voir cette expo et ça cartonne tellement que le jeu de pommes a décidé de faire une nocturne, voilà, jusque 21h tellement ça fonctionne. Super. Vraiment, c'était... Ça coûte cher l'entrée? L'entrée, eh bien, c'est une bonne question. Grâce à toi, il va gratuitement, donc comment tu veux qu'elle Voilà, fasse c'est ça le truc. J'imagine que t'as pas Voilà, payé. j'ai L'entrée est toujours un peu oublié. chère au jeu de paume, mais c'est vrai qu'on voit de belles choses. Ah là, ça vaut le détour, vraiment. Tu es fan de photos, quand on voit Oui. les pochettes de tes albums, Oui. c'est des œuvres d'art à chaque fois. Oui, j'ai travaillé avec des photographes en fait, mais c'est vrai que je connais assez mal Airbus, mais j'aime beaucoup en fait. C'est vrai que c'est pas l'étrange pour l'étrange. C'est un petit peu étrange probablement, mais une photo d'Airbus là où on voit un gars avec genre drag queen avec des bigoudis. Un travesti, Ouais, ça complètement. c'est complètement Nan Goldin par exemple. J'ai le sentiment que Goldin des années plus tard a fait la même chose. Mais j'évoquais lors d'une discussion avec l'un de vous avant l'émission que j'étais absolument très influencé par la force du cliché. Le cliché, c'est la photo, mais c'est aussi justement le New York, les années 30, les années 20. Pour moi, c'est un cliché et ça me fascine. Et c'est vrai que c'est une photographe comme elle en particulier, mais comme tant d'autres de New York. C'est-à-dire qu'il y a Goldin qui était new-yorkaise, il y a Bérénice Abbott avant Airbus, Oui. qui est aussi une Tout à fait. photographe. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ta façon de composer? Tu travailles donc en open tuning. Alors, oui, enfin, ouais, C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc tu changes un peu l'accordage de la guitare ouais. par rapport à un accordage classique. En fait, j'écris des chansons avec cette guitare depuis tout le temps, en accordage classique, à savoir mi, la, ré, sol, si, mi. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on joue beaucoup de guitare, on a envie de s'offrir des perspectives harmoniques un peu différentes. Donc, on cherche à s'accorder différemment, à rompre un peu le statut officiel et puis chercher des sons différents. Ouais, absolument. Alors... je peux montrer quelques Oui, exemples. je veux bien mais c'est vrai avoir que, un exemple, oui, tout à fait. la base, le guitariste, très rapidement, sa première corde, la corde de mi, il va la passer en ré, par exemple. Mais tout de suite, ça peut créer des choses intéressantes. Donc ça, c'est souvent le B.A.-ba. La corde de mi, on la passe en ré. Moi, j'aime beaucoup passer la corde de si, je la passe en la. Oui, d'accord. Voilà. Comme ça, à l'oreille. Et donc ça change un peu les choses. Tout d'un coup, notre manche de guitare est différent. Dans la même position, les harmonies sont différentes, donc ça
ça stimule l'inventivité, ça stimule la créativité, les harmonies. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée probablement des fréquences, comme les cordes ne sont pas accordées comme habituellement. Souvent on a dit, c'est fou, on croirait que tu joues sur une 12 cordes, alors que je ne joue qu'avec une 6 cordes, mais ça c'est vraiment dû à l'open tuning en fait. Ça crée une vibration, une densité. J'aime bien jouer sur les 6 cordes, sur au moins 2 cordes qui jouent la même note. Et là, justement, ça va créer une espèce de flanger naturel et ça m'amuse. En fait, il y a vraiment un côté aussi tout à fait ludique, en fait. Voilà. De toute façon, l'exploration de la guitare, elle est infinie. Pourtant, en termes de composition, c'est de là que ça part. Tu sais pas dans ta tête, t'as pas des mélodies, c'est la guitare, c'est des recherches. J'ai toujours une chanson, elle naît d'abord avec la guitare. Je prends ma guitare, je me dis pas que je vais composer une chanson, je prends ma guitare pour le plaisir, et puis là il y a des pistes qui émergent, et ces pistes-là, je les développe ou pas. Mais la chanson, c'est la musique qui existe d'abord. Et après, si j'ai une musique qui me plaît, je finis par chanter dessus. Donc c'est votre musique qui vous impose, entre guillemets, votre thème. Maintenant, tu me vous vois. Oui, parce que comment tu viens de jouer de la guitare, je peux plus te tutoyer. Je pensais que tu savais pas en jouer, en fait. Bien joué. Oui, c'est la tonalité de ce que tu vas jouer qui va t'amener vers un thème. Oui. C'est vraiment ça qui... En fait, il y a des gens qui sont pas très doués, qui peuvent recevoir un texte et sur ce texte-là, écrire une musique. Je ne sais pas fonctionner dans ce sens-là. Il y a des gens qui se disent, voilà, aujourd'hui, j'écris une chanson. Je ne sais pas. C'est vraiment le hasard de l'instant, un peu comme probablement un photographe se promène dans la ville et va rencontrer un élément qui lui semble évident. Est-ce qu'on aura droit à une dernière chanson pour cette émission? On peut en discuter. Oui. Mais je pense que tu seras mieux installé, installé juste là, derrière, à la place qui t'est dévolue, hein, celle de l'artiste, musicien, chanteur dans l'émission. Donc je te laisserai accorder ta guitare. On va écouter un extrait du prochain album ou... Alors, on va écouter un extrait du premier album. Ah, du premier. Qui est sorti en 98. Ok, très bien. Naïf comme le couteau. Ouais. Ça, c'était le titre de l'album. Et le titre de la chanson, c'est 3 jours? Mais 3 nuits, pas. Non. C'est 3 jours. C'est 3 jours. Ok, très bien. C'est toujours à la fin que je me lâche. Ouais. Et demain, on se retrouve dans le labo avec Fabien Wellman, scénariste de bande dessinée. Il sera accompagné pour l'île aux 100 000 morts. Il est en compétition à Angoulême. Flox pour son album électrodub Indub. Fred Buil, un apnéiste qui nage avec les requins. Et Tété qui nous parlera d'un artiste art déco. Et voici, pour finir, Alexandre Varlet. Juliette, à bientôt. À bientôt. Maëlle, à demain. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Alexandre. C'était un plaisir. Merci. Genre d'arbre fragile dont on fait des flûtes pour gamines. Telle une bonne marée, je la nourris de mes tourments machines. Je suis bien que dans mon lit, je crains de ne pouvoir supporter le pouvoir.